10 juin. Quelque chose ne tourne pas rond. 10 juin, quelque chose ne tourne pas rond. Et il y a une suite de, on ne peut pas dire d'image, mais une forme de progression. Encore une fois, le terme n'est pas le bon, mais une, on commence la journée avec une idée ou un sentiment ou une impression ou une question, souvent dans une ambiance de retour sur soi et sur les choses que nous avons faites et les choses que nous avons surtout mal faites. Alors voilà donc euh, euh, un moment on- je me suis retrouvé à revenir sur mes compagnons d'il y a un certain temps. Voilà, les compagnons, souvent on a cette dimension temporelle à laquelle nous ne nous donnons pas assez d'importance. Or, c'est la dimension la plus déterminante, celle qu'il faut prendre en compte à chaque fois. Je ne mesure pas mes gestes, mes paroles, mes jugements, tout ce que je peux être amené à faire à l'aune d'un système de valeurs quelconque. Non, je n'ai pas à me soucier de cela. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment cela va se répercuter sur mon avenir proche et lointain. Est-ce que le fait d'avoir porté un jugement, d'avoir pris la décision soit d'adhérer à une chose, soit de rester à l'écart, euh, quel- il y a plusieurs niveaux d'adhésion, plusieurs niveaux de distanciation. En tout cas, globalement, soit on est avec, soit on est tout à fait, soit on est dedans, soit on est à l'extérieur. Alors déterminer quand le dedans est la meilleure option et quand l'inverse est la meilleure option. C'est impossible à déterminer euh, d'avance. Voici une chose à laquelle les humains plutôt ont eu affaire et puis ça a été considéré comme un domaine réservé à la divinité. Il n'y a que la divinité qui peut savoir. Et c'est vrai, là on ne peut pas enlever ça à la divinité. Que l'on ne peut pas savoir, non seulement notre savoir n'est en aucun cas total, définitif, absolu, bien installé, il peut subir des retournements des retournements comment on peut appeler ça, quelquefois nous pourrions être amenés à revoir nos fondamentaux. Voilà toutes les choses sur lesquelles nous avions basé notre rapport au monde. Donc quelque part, quand nous prétendons au savoir, à la sagacité, quand nous prétendons à la connaissance, des gens qui étaient dans un autre univers culturel finissaient leur travail, leur rapport par cette formule consacrée Dieu sait, Dieu seul sait, ou Dieu est celui qui sait le mieux et qui sait le plus, puisque d'une certaine façon, il connaît les débuts, il connaît la, 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 la fin, et et nous, on ne peut pas, on ne connaît même pas les débuts, on les suppose, on fait plein d'hypothèses, mais on connaît le pendant un peu, on connaît le courant, mais on ne connaît pas la fin.
La fin, donc finalement, si je dis que je sais, obligatoirement, non, je ne dois pas dire Dieu, mais Dieu sait mieux que moi. Non, je sais en cet instant. Je sais cette chose en cet instant parce que l'élément l'élément relativisant doit être présent à chaque fois et à chaque acte et à chaque geste et à chaque... Évidemment, la foi, là-dedans, elle est aussi, bien sûr, la foi a la possibilité de pouvoir se reposer sur des siècles de pratiques et des siècles de contributions. Mais tout peut être soumis à cette, j'allais dire, à ce variant, un variant, je ne sais pas comment le présenter, temporel. À un moment, on peut rencontrer les explications avancées par les dogmes. À un moment, on peut se retrouver dedans. À un moment, on pourrait ne pas se retrouver dedans. Donc, c'est en fonction des situations, des contextes et voilà, et de nos besoins. Donc, la chose à laquelle j'ai pensé, et qui obligatoirement va se noyer dans ce flot de paroles. Simplement essayer, malgré le corps pas en état, malgré la situation totalement hors de contrôle, malgré tout, essayer d'essayer de redresser la tête pour ne pas sombrer totalement. Voilà, respirer l'air vital. Il parlait. Et on se rend compte que là où on était endormi, on est moins. On est moins endormi qu'au moment du début de cette prise de parole. Bien entendu, cela est pour l'instant pas clair. Pas clair parce que simplement, tout ce développement est basé sur, par exemple, sur deux situations essentielles ou principales. D'abord, quelqu'un qui vous parle d'une chose, quelqu'un qui vous parle de quelqu'un, qui vous présente la pensée de quelqu'un. Or, donc, fondamentalement, sans jamais, pendant un temps assez long, sans jamais s'adresser à vous, et vous, est-ce que ce que je suis en train de dire correspond à quelque chose que en vous, est-ce que cette parole, elle a un intérêt pour vous? D'abord, d'une certaine façon, pour parler basiquement, je dirais, je préfère entendre la pensée de la personne et non pas la pensée d'une autre personne, comment dire, débitée par une autre. Si j'ai envie de connaître la pensée de la personne en question, j'irai directement. Mais quelque part, je me suis intéressé par la pensée de personne. Euh, Surtout pas de ceux considérés comme des penseurs. Après, c'est ce qui se construit entre deux personnes, non pas la pensée, mais ce qui naît, ce qui se met en place, ce qui l'opération chimique ou alchimique ou j'en sais rien, qui vous avez des gens. Donc, ils peuvent servir de catalyseur à un certain moment, ça c'est évident, mais c'est très bien le, comment dire, la catalyse est quelque chose d'extraordinaire, etc. Mais vous avez accès, comme quand vous êtes à la rencontre, quand vous allez à la rencontre d'un livre, et le livre vous ouvre 10 dimensions. Bien sûr, le livre, il est fini dans le sens où vous ne pouvez interagir que d'un seul côté. Euh, Avec un être, il y a une interaction dynamique. Donc vous pouvez dire, à un moment, bien sûr, à un moment on peut dire,
il y a, il y a un petit sentiment de déplacement. Je ne me sens pas dans cet environnement, je ne me sens pas dans ce contexte socio-culturel, je ne sais pas quoi, et je ne me sens pas dedans. Il me, il y a des choses qui me manquent. Il y a des réponses que pour l'instant je n'ai pas reçues. Je n'ai pas reçu ni ta réponse, ni la réponse de quelqu'un d'autre sur des questions que je n'ai pas encore posées, même pas formulées. Voilà, j'ai l'impression d'avoir une question ou une série de questions en attente. Il est où mon moi et c'est dans quel milieu et dans quel contexte je vais pouvoir finalement faire, faire monter à la lumière du jour, faire venir euh, les, les, les voix, mes voix intérieures. À quel moment je vais pouvoir exprimer et, et, et parler de ma personne à moi, ma singularité à moi, ce qui fait de moi un moi particulier, un moi unique. Euh, donc je n'ai pas, si je ne donne pas le contexte de façon claire, c'est pas évident. Donc pour moi de le présenter. Simplement, vous avez quelqu'un euh, qui est là en tant que corps, en tant qu'esprit, en tant que matière, en tant que présence, et pourriez peut-être de façon très simple, sans aucune intellectualité, dire j'ai peur, je ne me sens pas en sécurité dans cet environnement. Je ne me sens pas tout à fait, je n'ai pas l'impression de pouvoir être intégré dans ce milieu. Là, la personne que tu vois, d'une certaine façon, elle a l'impression de ne pas être à sa place. Je suis quelqu'un qui a échoué ici et normalement, ce n'est pas ce que j'aurais désiré. Je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Ce milieu-là ne me permet pas de mettre en place les éléments nécessaires à mon discours, les éléments nécessaires à mon expression. Il me fait plutôt me battre contre des illusions. Je me bats sur des questions contre des choses totalement non productives pour moi. Je me bats. euh, voilà donc une question. Simplement, toujours cette histoire de savoir ce qui est le principal, ce qui est le fondamental et ce qui ne l'est pas, ce qui serait le secondaire, voire l'accessoire. Simplement savoir si une personne est, est quelqu'un de très important et de quelqu'un, j'allais dire, de clivant, quelqu'un de qui va vous marquer de façon indélébile ou ça va être quelqu'un qui ne fera que passer ou alors que vous devez considérer comme non digne de vous marquer. Voilà, je me retrouve face à une personnalité, face à une psychologie, face à un système de pensée, un système de valeurs, un système, plein de systèmes. Et est-ce que je dois rentrer là-dedans au risque de me retrouver dans une sorte de... au risque que cela me fasse dévier vers des destinations qui ne seront pas très qui ne feront que m'égarer. Est-ce que cet être va me permettre
d'éviter les égarements ou le sentiment d'égarement futur. Est-ce qu'il va... Si par exemple tu me proposes le bouddhisme, est-ce que le bouddhisme est une voie? Je dirais non. Le bouddhisme, tout ce qui est humain n'est pas une voie. Simplement, je ne vais pas quêter ailleurs. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin juste de, de faire un lien avec obligatoirement une tradition, c'est évident, parce que je suis issu d'une tradition, donc je dois lui accorder de l'importance, lui accorder une place, lui laisser une place, et puis finalement faire une sorte d'union ou de mariage entre ma tradition et les choses que j'ai acquises par la suite. Étant entendu qu'en tant qu'individu, je ne peux pas, à moi tout seul, comment dire, m'auto-créer sans background, sans déjà d'empreintes presque préexistantes. Un milieu, je suis issu d'un milieu, et ce milieu est aussi un milieu linguistique, un milieu symbolique, un milieu particulier, milieu d'une communauté ou d'une unité humaine. Donc je suis issu de tout un tas de choses et cette chose-là, je ne peux pas m'en émanciper, ça ne sert à rien. Et je ne peux pas passer mon temps à essayer soit de la combattre, cette tradition, soit d'essayer de l'ignorer ou de l'effacer. Donc, quels sont les éléments qui font que on appartient à une tradition différente de la personne avec laquelle on est en proximité? Est-ce que nous avons les moyens de créer des proximités malgré les choses qui nous éloignent d'une certaine façon, qui nous fixent dans des continuums différents? Qu'est-ce que Est-ce que cette rencontre, cette interaction va être une interaction, est-ce qu'une interaction juste passagère qui finalement va mourir, va vivre un certain temps, puis finalement finir par s'étioler, par s'annihiler, ou est-ce que c'est une interaction qui va être porteuse de nouvelles perspectives? Toujours le problème de trouver, de construire et d'installer cette parole dans quelque chose de très clair, de très suivable par un auditeur potentiel. C'est qu'est-ce que l'on cherche fondamentalement. Il est possible que ce que l'on cherche, on ne le trouvera jamais, puisque il est en permanence, quelque part, il est en permanence réécrit, réélaboré. Alors simplement, quand on est dans une ambiance familiale, comme on dit, nous n'avons pas spécialement beaucoup de considération pour l'instant que nous pourrions être en train de vivre. Je ne suis pas là comme cette histoire qui veut que des gens étaient en interaction avec un envoyé de Dieu et qui notaient ce que disait l'envoyé de Dieu. Quand on ne peut pas. Dans certaines conditions, on n'a pas un secrétaire qui est un scribe qui est en train de noter. C'est pas évident. Sauf que quand c'est le moment d'élaborer une loi, de présenter une loi. Donc c'est compliqué d'être en même temps dans l'instant et être en train d'enregistrer l'instant, de l'immortaliser ce n'est pas possible. Donc l'instant que l'on vit, on le vit de façon très très banale, sans lui accorder un caractère d'extraordinarité, caractère d'une quelconque extraordinarité. C'est bon,
Il y a des moments plus sympas que d'autres. C'est bon, voilà, on est content ou on l'est un peu moins. Mais on n'est pas en train de faire une sélection, dire stop, cet événement qui est en cours ou qui vient juste de se passer, je l'enregistre et je le fais parmi les événements majeurs. Donc, la réécriture, c'est une sorte de travail sur l'après. Donc, on va dire, ce moment-là était un moment très important. Et on va lui donner un caractère d'exceptionnalité particulière. C'est l'événement. C'est un événement avec un E majuscule. Et les autres, ce sont des événements avec un E minuscule. Et c'est tout. Donc, mais ça, c'est un peu dans un contexte particulier. Après, on peut élargir à un moment donné. On pourrait se prendre, quelque part, prendre son courage et dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que je suis en train de faire avec toi. Je ne sais pas. Et personnellement, sincèrement, je me pose la question. Je suis là avec toi en train d'écouter, de t'écouter, ou en train de te parler, mais je n'ai pas l'impression de faire quelque chose. J'ai l'impression que je doute de l'intérêt de cette interaction. Je doute de la valeur, je doute. Je suis là quelque part avec quelqu'un en train de me promener, mais aucune question particulière ne me vient à l'esprit. Ni à moi, ni au promeneur qui est à mes côtés. On n'est pas des promeneurs solitaires, on est des promeneurs, comme on dit, en groupe, mais nous n'avons pas ce type de réflexion que, évidemment, qui mérite d'être porté à la connaissance d'autrui. Je suis, on se promène ensemble, mais on regarde un paysage et rien de plus. On marche sans ressentir quoi que ce soit de particulier. Or, ce paysage n'est pas le nôtre. C'est déjà quelque chose de très important. On est dans un paysage. Ce paysage-là, on y est à un moment de l'année, donc on n'y est pas à un autre. Donc, c'est un moment plus favorable. Donc, il y a le changement, il y a... Et puis, il y a l'histoire. Quand on marche sur de l'histoire, on marche sur l'épaisseur du temps. Simplement, euh, on peut s'interroger toujours sur le parcours, sur la trajectoire qui fait que l'on soit quelque part dans un endroit à un moment donné et pas ailleurs. Et aussi sur la trajectoire qui fait que l'on soit déjà, que l'on soit contrairement à d'autres. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas un autre un peu qui me serait un peu semblable? Pourquoi moi? Mais en fait, pourquoi moi et en même temps d'être que ce soit moi ou quel, c'est pas important. Donc je suis important et je suis pas important. À un moment, je marche sur de l'herbe, j'écrase l'herbe, mais quelque temps après, l'herbe se redresse. Donc j'ai peut-être une empreinte. Voici mon empreinte sur le monde. C'est juste de l'ordre de l'extérieur ou du la chose facilement effaçable. Oui, l'empreinte est effective, il n'y a pas lieu de la contester, mais ce n'est pas une empreinte. Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être que j'ai marché sur un être vivant, que j'ai écrasé des araignées, des sauterelles, etc. Peut-être, et bien sûr, dans cette empreinte, dans cette, il peut y avoir plein de choses. Mais fondamentalement, qu'est-ce que j'ai changé à la qu'est-ce que j'ai changé à la réalité dans sa totalité. J'ai changé quelques éléments, mais ces éléments n'ont pas d'importance en eux-mêmes.
Je n'ai pas, comme dans certaines formes d'imagination, je n'ai pas le pouvoir d'influer sur l'avenir en faisant juste une petite intervention. Ce n'est pas possible d'imaginer cela. Donc, on est quelque part, et là on voit que sa pensée, elle est un peu difficile à suivre, difficile à effeuiller, si je puis dire. Et pourquoi une pensée est un peu si hermétique, si l'on peut dire. Ah, c'est quand même hermétique. Bon, j'aurais pu dire quelque chose de plus, de moins courtois, si je puis dire. Et cette, pourquoi une pensée n'arrive pas à atteindre la clarté? Or, la clarté, elle dépend beaucoup du corps, de notre corps à un moment donné. Ce corps-là, il ne peut pas être dans la clarté, parce qu'il est en permanence dans le brouillard, dans la nubulosité, dans la... Il n'y a pas moyen de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a énormément de questions qui brouillent la vision, qui brouillent l'interprétation, qui brouillent le rapport. Et ces questions vont rester là. On va partir, on va mourir en emportant avec soi ces questions, ces doutes, c'est tout ce qu'on en a accumulé, tout ce que l'on aura accumulé. Donc, il y a certains, évidemment, peuvent parler du coup de foudre, ce qui est une manière d'essayer d'annuler la singularité de chacun, de faire disparaître l'identité d'une personne pour faire émerger une identité fusionnelle ou de partage. Quelque part, on va faire abstraction de ce qu'est une personne et on va... Donc le coup de foudre, c'est une forme d'imposture qui, évidemment, à un moment ou à un autre, va apparaître telle qu'elle est réellement. Et voilà, donc on pourrait dire, on est à côté de quelqu'un, on peut être touché par ce coup de foudre en fonction, favorisé par le contexte, par l'ambiance qu'il y a autour. Mais il y a le coup de foudre peut-être sentimental, biologique, tout ce que l'on veut, mais il peut y avoir le coup de foudre perspectiviel, le coup de foudre, on peut dire aussi esthétique, le coup de foudre sur le propositiel. Cet instant me fait penser, me fait imaginer des choses. Je vais transcender ce paysage, ou peut-être je vais prendre appui sur ce paysage pour me projeter dans quelque chose de totalement différent ou d'un peu différent, ou projeter dans l'avenir temporel. Encore une fois, je suis là et si j'apprécie d'être là, est-ce que j'ai des chances de pouvoir l'apprécier encore plus longtemps? Est-ce que je pourrais toujours être dans l'appréciation? Voilà, il y a des choses qui dépendent de moi, mais il y a des choses qui dépendent de l'autre. Je peux jouir de quelque chose et à un moment, on va m'interdire de pouvoir continuer d'en jouir. Ou alors, la jouissance qui m'est procurée par une chose peut finalement ne plus être aussi vive, aussi intéressante. Donc, je perds ce rapport fort que j'ai avec une source de jouissance qui, voilà, et j'en parlerai au passé
évidemment. C'est euh, alors avancer sans avoir d'idée, presque avancer à l'aveugle, c'est ce que je suis en train de faire. Simplement, je suis déjà à 30 minutes sans me rendre compte et rien n'apparaît. C'est un brouillard très épais, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais je reviens sur la dimension euh, temporelle. Ça a tendance à relativiser. Bien sûr, penser à l'avenir, c'est finalement courir le risque de tomber sur une forme de conservatisme. Par exemple, si on avait la possibilité de vivre plus longtemps, encore que la question n'est pas la bonne, je vais quand même la dire. Euh, on aurait plus de envie de protéger nos vies. Si on sait que nos vies, je ne sais pas comment dire, à un moment donné, la vie devient précieuse parce qu'elle peut être rallongée. Non, je ne sais rien. Est-ce qu'elle est précieuse parce qu'elle est courte, relativement courte, ou est-ce qu'elle serait plus précieuse par exemple, si on arrive à vaincre les causes de la mort biologique. À ce moment-là, le risque de mort viendrait uniquement d'éléments extérieurs à soi. Donc, une agression ou quelque chose comme ça. Donc, on va résider dans des fortifications personnelles pour ne pas être, etc. Donc, aujourd'hui, les causes de la mort sont nombreuses et on peut pas se protéger. On doit courir le risque. De toutes les façons, ça se fera. Et si on avait la possibilité que ça se passe différemment à ce moment-là, donc le conservatisme, ça serait ben, finalement le temps ne va rien m'apporter. Je vais avoir des moments de gloire, des moments de joie, des moments très intenses, mais je vais finir par décliner. Alors je préfère, qu'est-ce que je peux faire pour atténuer ce déclin? Est-ce que les moments forts, intenses et les moments positifs pour moi, les moments valorisants, est-ce que ça va pouvoir me servir pour atténuer l'effet du déclin? Je vais décliner, je vais commencer à ne plus être aussi interagissant, être aussi intéressant pour les autres, aussi intégré. Je vais être poussé vers la sortie d'une façon ou d'une autre, je vais devoir me retirer du monde. Alors, est-ce que cette retraite forcée, évidemment, va m'être plus supportable si je m'entoure de mes titres de gloire, mes trophées, etc., etc. Donc on peut se poser la question. Je suis dans une situation matérielle particulière, j'ai des bouchons dans les oreilles. Fondamentalement, ce rapport compliqué avec le monde, pour rester un peu dans l'euphémisme, ce rapport d'hostilité tout simplement avec le monde, ce rapport qui fait que l'on s'intègre pas. Et pourquoi? Et pourquoi? Il y a un truc qui manque, comme pour cette musique dite arabe, qui, parce qu'il y a un quart de temps de plus, ah, tout de suite, elle est considérée comme autre. Autre parce qu'il y a un quart de temps. Alors, on est autre parce que il y a juste une petite différence. Et cette différence ne compte pas. La musique, c'est la musique. Et l'effet que ça puisse faire. La musique, c'est pas fait euh, pour, euh, pour dire, pour exclure. La musique, c'est fait elle est faite pour tout le monde. Après, elle naît dans des contextes particuliers, mais après, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas faite, elle n'est pas produite pour des oreilles
spécifique, elle est à la portée, elle est au bon vouloir ou bon auditoire de tout le monde. C'est, on sent que l'on n'est pas. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Alors ce manque peut se nicher peut-être quelque part, non pas dans l'inconscient comme dirait l'autre, mais dans quelque chose que l'on a juste effleuré. Peut-être dans pour encore rester dans la psychanalyse, dans un désir non exprimé de la mère, ou dans un moment, voilà, on est le moment d'être expulsé du ventre maternel, le moment d'hésitation, le moment prise de contact avec le monde, et cette prise de contact, elle ne s'est pas bien passée. En quelques dixièmes de seconde, voici une impression qui s'est enregistrée et qui, voilà, je ne suis pas, j'ai été exclu, j'ai été expulsé du monde qui me convenait. Et je ne comprends pas. Voilà simplement cette expression, cette phrase de je ne comprends pas. Je ne comprends pas et évidemment je ne me comprends pas non plus. Euh, donc simplement l'être. Après, quand j'ai dit, si on dit à une personne, je ne vois pas ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est le début, justement. C'est quand on parle de façon comme ça frontale, à ce moment-là, on peut faire naître quelque chose de très particulier, d'original et d'intéressant, en fin de compte. Là, on est en train de partager le même volume d'air. C'est un instant. On fait à un moment donné, on est dans le temps, dans le flot du temps. On est en train d'être finalement de faire la traversée ensemble, la traversée de cet instant. On est ensemble dans cet instant. Ce n'est pas éternel, mais nous ne sommes pas intéressés par l'éternité. C'est vrai que au contact de l'humain, on n'a pas l'odeur, on respire pas l'odeur de l'humain, encore moins l'odeur de ses émotions. On est là attentif à sa gestualité, à son expression visuelle, comment il bouge ses yeux, comment c'est tout. Donc au filet de sa voix, au timbre, au registre de la voix, comment il exprime les choses, qu'est-ce qu'il met dans sa voix, dans cette, euh, dans ses registres vocaux. Euh, Et un peu comme le moment où on pourrait être à côté de la personne à laquelle on fait le plus confiance. Et la personne vous demande de raconter. Raconter une chose, dire une chose. Il n'y a pas, il n'y a pas le risque d'être jugé. Quoique, mais on va partir comme ça. On ne risque pas d'être jugé et dire ce que, voilà, une petite, raconter la petite impression, surtout la petite impression qui dérange. Voilà, allonge-toi, appuie-toi sur mes genoux, quelque part, d'une certaine façon, appuie ta tête sur mes genoux, une position d'abandon. Voilà, on est là, on doit créer ces moments d'abandon. Et puis, comment dire, à tour de rôle. Et puis on inverse, et on inverse, et on inverse. Et c'est vrai, comment tu vois le monde, comment tu vois l'avenir, comment tu te vois dans l'avenir. Est-ce que tu as quelques éléments pour pouvoir penser ou, ou, ou formuler l'avenir? Quel est
finalement les limites ou les dimensions de tes désirs. Est-ce que, voilà, je commence à sortir de cette prise de parole. Bien entendu, il y a des moments, et encore plus, il y a des moments où on est encore plus dans euh, on n'est pas seulement dans une sorte de confusion, mais on est poussé vers la sortie parce qu'on n'arrive plus. Le corps dit stop et on est obligé de lui obéir. Ce qui pose problème, c'est les révélations d'un moment, les illuminations, les évidences, ne sont finalement ne deviennent pas des évidences permanentes. Et la chose que je contexte le plus, ce sont mes conclusions, je n'ai pas de permanence dans cette histoire-là. Je ne peux pas me baser sur une forme de confiance. J'affirme, puis j'infirme, et puis je change, j'élabore, je réélabore, je modifie en permanence si je puis parler de cette façon, puisque ce n'est pas vrai. Il y a un moment où les possibilités de réélaboration s'arrêtent, voilà, s'épuisent. Et c'est juste une formule, on n'est plus dans la réalité de l'action, on est dans la réalité de la formule. On formule des choses, mais on formule en parole des choses qu'on n'a pas formulées de façon intérieure, de façon mentale. La parole ne rencontre pas le mental. Euh, c'est une manière de démontrer ou de montrer, d'exposer quelque chose, un peu comme les tableaux qui exposent les choses en deux dimensions, malgré la perspective, c'est souvent, donc c'est deux dimensions, il n'y a pas moyen de... On joue un peu sur l'effet, sur l'illusion, mais réellement, il manque quelque chose. Le tableau est, quoi qu'il arrive, le tableau figuratif est limité. Il est limité par les dimensions, et puis il est limité parce qu'il ne représente qu'un fragment de la réalité. Et donc les paroles sont limitées parce qu'elles ne présentent qu'un fragment d'un instant, et un fragment qui, en cours de route, c'est encore plus fragmenté. C'est réduit à pas grand-chose. Alors, faire confiance aux mots, c'est assez compliqué. Donc, simplement, ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu comment l'activité cérébrale, là, c'est le truc le plus intéressant. Si on devait la représenter par des choses, on verrait, voilà, il y a un moment donné où il doit y avoir de l'absurde, des choses qui se répètent, alors qu'en fait, elles semblent ne pas se répéter. Il doit y avoir quelque chose à laquelle qui nous reste un peu hors d'atteinte, des énigmes propres à soi-même. Pourquoi je m'exprime de façon aussi peu, aussi peu, aussi peu claire, aussi peu... pourquoi j'ai cette difficulté à exprimer les choses de façon nette, de manière à ce que ça puisse avoir de l'intérêt. Si on entre dans quelque chose d'extraordinaire comme ça, d'empêtré, on ne peut pas y demeurer. Voilà, donc c'est un moment, une représentation d'un moment difficile. Et ce qui fait la chose, pour conclure, ce qui fait la chose, c'est que l'on est capable, finalement, on pense, par exemple, un effondrement psychique, et cet effondrement psychique, ben, il y a des moments où il était plus évident, où il y avait plus de risques. Aujourd'hui, où il est
Normalement, il y a tous les éléments objectifs pour que cet effondrement puisse avoir lieu et on n'a pas l'impression qu'il se produise. C'est ça qui est particulier. Il n'y a plus ce pouvoir de réaction, ce pouvoir d'amplification des émotions intérieures, du désordre intérieur. Il n'y a plus cette surréaction par rapport à ses propres remords, à ses propres nostalgies, à ses propres peurs. Il y a comme une sorte de, non pas d'apaisement, mais comme si le pouvoir de réaction, il est devenu comme il est devenu, il s'est réduit à pas grand chose. Je peux plus réagir. J'ai plus la force de réagir. Bon, j'arrête là. C'est évident que c'était particulier.